Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un texte qui a vraiment traversé les siècles, L'art de la guerre de Sun Tzu. Ah oui, un classique. Oui, un classique militaire chinois vieux de, 2400 ans. Mais on en entend parler absolument partout, dans le monde des affaires, en stratégie politique. Partout. Alors, qu'est-ce qu'il raconte vraiment, ce texte, au-delà des petites citations qu'on voit passer comme ça? Justement, pour cette exploration, on s'est basé sur une traduction assez importante pour sa diffusion en Occident. C'est celle de Lionel Giles, de 1910. On la trouve sur le projet Gutenberg d'ailleurs. D'accord. Et Giles, lui, il était assez critique envers les traductions d'avant, celle du Père Amiot au XVIIIe ou une autre plus tardive du capitaine Kalstroop. Il est trouvé comment, Sun Tzu? Une vraie personne? Un mythe? Hmm. Quelle est l'histoire du livre lui-même? Et surtout, quelles sont les idées stratégiques clés, les pépites, qui continuent d'intriguer et d'inspirer aujourd'hui? Voilà, on va essayer de décrypter un peu tout ça. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, l'auteur présumé, Sun Wu, qu'on appelle Sun Tzu, donc Maître Sun, l'historien Suma-Chien qui écrit bien après, au 1er siècle avant Jésus-Christ, il le présente comme un contemporain de Confucius. Ah oui. Ouais, qui venait de l'état de Qi et qui aurait impressionné le roi Olu de Wu avec son traité. Des concubines, c'est ça, un peu. Exactement, pour montrer qu'il s'est commandé. Exactement. C'est l'anecdote célèbre. Le roi Oyulu, un peu sceptique, et lui demande « Bon, vous pouvez entraîner des femmes aussi ?» Et Sun Tzu dit oui. Sun Tzu dit oui. Il prend 180 concubines du palais, les divise en 2 groupes, et il nomme les 2 favorites du roi comme chefs de groupe. Il leur explique des ordres tout simples. Droite, gauche, demi-tour. Et là, ça dérape, si je me souviens bien. Disons que ça ne marche pas du tout. Les femmes se mettent à rire. Ah. Alors Sun Tzu, très calme, explique « Si les ordres ne sont pas clairs, c'est ma faute, en tant que général. » Il répète les ordres, et elle rigole encore. Forcément. Là, il change de ton. Si les ordres sont clairs mais que les soldats désobéissent, alors c'est la faute des officiers. Hmm. Et il ordonne l'exécution des 2 favorites du roi. Carrément. Mais le roi a dû être horrifié, non? Ah oui. Il essaye de l'arrêter, il dit « Non mais c'est bon, j'ai compris, je suis convaincu. Et puis sans mes favorites, la vie sera moins amusante. » Je comprends. Mais Sun Tzu, inflexible, répond « Une fois nommé général, sire, il y a des ordres du souverain que je ne peux pas refuser d'appliquer, sauf sur le champ de bataille. En gros, ici, c'est lui qui commande. Il fait exécuter les 2 femmes. Waouh. Et après ça, silence tout pâle. Les autres concubines obéissent au doigt et à l'œil. Le roi, un peu secoué mais impressionné, le nomme général. Une démonstration d'autorité, pour le moins radicale, on peut dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais du coup, cette histoire, et même Sun Tzu lui-même, est-ce qu'on est vraiment sûr qu'il a existé? Alors, c'est là que ça devient intéressant et un peu flou. Le gros problème, c'est que la Tzu-chuan, C'est quoi ça? c'est la chronique historique majeure de cette période, très détaillée sur les guerres, les personnages. Eh bien, elle ne mentionne jamais ce Sun Wu. Jamais. Ah oui, ça c'est troublant. Très troublant. Comment un général qui aurait été aussi brillant, qui aurait remporté de grandes victoires contre l'état de Chu, comme le dit Suma-Chien, comment aurait-il pu être complètement oublié? Ouais, c'est bizarre. Dès le XIIe siècle, des critiques chinois ont soulevé ce point. Et puis l'histoire des concubines, bon, ça fait un peu trop anecdote parfaite, quoi. Un peu romanesque pour certains. Donc on est un peu entre l'histoire et la légende, c'est ça? C'est très probable, oui. Mais attention, il y a quand même des indices dans le texte de l'art de la guerre. Ah! Lesquels? Des références assez précises aux guerres entre les États de Wu et de Yue. Ça suggère une période de rédaction assez spécifique, probablement vers la fin du règne de ce roi Olu, donc autour de 500 avant Jésus-Christ, ou juste un peu après. D'accord. Donc l'auteur, c'était sans doute un vrai militaire, quelqu'un d'expérimenté qui a vécu cette période très troublée des printemps et automnes. Ok. Peut-être pas la superstar que Suma-Chien décrit plus tard, mais quelqu'un qui clairement savait de quoi il parlait. La légende a pu grandir après avec la renommée du livre lui-même. Et le livre, justement, son histoire est compliquée aussi, non? On parle de 13 chapitres, mais parfois on lit qu'il y en avait 82. Oui, c'est une autre énigme ça. Une bibliographie très ancienne, le Hanshu, mentionne effectivement 82 pians, des sections ou chapitres attribués à Sun Tzu. Et on n'en a que 13 aujourd'hui. Voilà, les 13 composés. Et que Suma-Chien mentionnait déjà d'ailleurs, ça pourrait être le noyau dur, l'original. Les 69 autres, peut-être des commentaires qui étaient intégrés, des dialogues pour expliquer, ou des ajouts plus tardifs, qui se sont perdus ou qui ont été écartés au fil du temps.
on ne sait pas trop. Ce qui est sûr, par contre, c'est que les commentaires qui ont été ajoutés après ont été super importants pour que le texte nous arrive, non? Ah oui, absolument cruciaux. Le premier grand commentateur connu, c'est pas n'importe qui, hein, c'est Cao Cao, Le fameux Cao Cao. le général. Exactement, le grand général, fondateur du royaume de Wei, vers 200 après Jésus-Christ. Ses notes sont très terre-à-terre, très pragmatiques. Son travail a été fondamental pour fixer le texte, l'interpréter. D'accord. Et après lui, il y a eu toute une lignée d'autres commentateurs, des militaires, des érudits, Tumu, Meiyao Shen, Shan Yu, qui ont continué ce travail pendant des siècles. Ils ont enrichi la compréhension du texte avec leurs propres analyses, leurs exemples tirés de l'histoire chinoise. C'est vraiment grâce à eux que le texte est resté vivant et pertinent. Et il y a même eu une histoire de redécouverte, non? Oui, tout à fait. Une édition importante de l'époque Song avait été perdue, puis elle a été redécouverte par un érudit Sun Xingjian à la fin du XVIIIe siècle. Et ce Sun Xingjian a fait un gros travail pour établir une version de référence en comparant avec d'autres fragments anciens qu'il avait trouvés dans d'autres textes. Donc la transmission a été complexe. Bon, l'histoire du texte et de l'auteur, c'est déjà une sacrée aventure. Mais venons-en au cœur du sujet, les idées stratégiques elles-mêmes. Le premier chapitre, ça parle de planification, c'est ça? Oui, et ça commence très très fort. D'emblée, Sun Tzu pose le cadre. La guerre, c'est une affaire d'État absolument vitale. C'est, je cite, une question de vie ou de mort. D'accord, donc pas à prendre à la légère. Exactement. On ne peut pas l'ignorer, ni la traiter par-dessus la jambe. Et pour savoir si on a une chance de gagner, avant toute chose, il faut analyser froidement 5 facteurs clés. Lesquels alors? Alors, premièrement, Hmm. la loi morale. Est-ce que le peuple est en accord avec son souverain? Est-ce qu'il est prêt à le suivre, à mourir pour lui? C'est l'harmonie interne, si tu veux. Ok. Deuxièmement, Hmm. le ciel. Ça comprend la météo, les saisons, le cycle jour-nuit, les conditions temporelles et climatiques. Logique. Troisièmement, Hmm. la terre, le terrain, les distances, les dangers du sol, les passages étroits, les hauteurs. Le géographique. Voilà. Quatrièmement, Hmm. le commandant. Est-il sage, sincère et digne de confiance, bienveillant, courageux, strict et rigoureux? 5 qualités essentielles. Hmm. Important. Soit et pour l'ennemi. Exactement. Il dit qu'en comparant systématiquement ces facteurs chez les deux belligérants, on peut prédire qui va gagner et qui va perdre. C'est assez radical. Oui, ça me frappe cette insistance sur l'analyse avant même d'imaginer le combat. C'est presque contre-intuitif par rapport à l'image qu'on a du général héroïque qui fonce. Tout à fait. Et c'est une des idées les plus fortes du livre, je trouve. Pour Sun Tzu, la victoire, elle se décide en grande partie avant la bataille. Dans le calme du cabinet, par l'analyse froide, la préparation minutieuse. Une approche très rationnelle, presque scientifique. Oui, très rationnelle de la guerre. Celui qui maîtrise mieux ces 5 facteurs, qui les a mieux évalués, il a déjà pris un avantage décisif. D'accord. Donc, la planification, c'est la base. Ensuite, il aborde un sujet beaucoup plus terre-à-terre, le coût de la guerre. Ah oui, et ça c'est un point absolument crucial pour lui. Sun Tzu est très concret, très pragmatique là-dessus. Une campagne militaire, ça coûte une fortune. Il donne même des chiffres, enfin des estimations. Pour une armée de 100 000 hommes, il faut prévoir 1000 onces d'argent par jour. C'est énorme. Ah oui, effectivement. Du coup, une guerre qui traîne en longueur, ça épuise le trésor public, ça fatigue les soldats, ça émousse leur ardeur, ça démoralise la population. Bref, c'est désastreux. D'où son insistance absolue sur la rapidité d'action. Il faut finir vite. Il a des phrases assez marquantes là-dessus, non? Oui, des phrases chocs, du genre on a entendu parler de hâte stupide en temps de guerre, mais on n'a jamais vu d'habilité associée à de longs délais. C'est clair. Ou encore plus direct, aucun pays n'a jamais tiré profit d'une guerre prolongée. Voilà, c'est dit. Et pour limiter les coûts, il a une astuce? Oui, une stratégie logistique. Il préconise d'utiliser au maximum les ressources qu'on prend à l'ennemi. Le butin, la nourriture, le fourrage, pour nourrir et équiper sa propre armée. Ça évite d'épuiser ses propres lignes de ravitaillement. Malin. Donc, la guerre coûte cher, il faut être rapide. Mais alors, comment gagner vraiment efficacement, selon lui? Il suffit juste de foncer tête baissée? Ah non, pas seulement. C'est là qu'intervient une de ses idées les plus célèbres, développée surtout au chapitre 3. La stratégie intelligente doit primer sur la force brute. L'idéal absolu, ce qu'il appelle l'excellence suprême, c'est de, je cite encore, soumettre l'ennemi sans combattre. Sans combattre?
Comment c'est possible? L'idée, c'est que prendre un pays intact, c'est toujours préférable à le conquérir en le détruisant. On préserve les ressources, les populations, D'accord, mais comment on fait ça, concrètement? en s'attaquant aux points faibles de l'ennemi, mais de manière intelligente. Il établit même une hiérarchie des stratégies. Ah, Oui. Le mieux du mieux, c'est d'attaquer la stratégie de l'ennemi, ses plans, avant même qu'il puisse les mettre en œuvre. d'accord. Ensuite, si ce n'est pas possible, on attaque ses alliances, on essaie de l'isoler. Logique. Après, seulement, on envisage d'attaquer son armée sur le champ de bataille. Et le pire? Et la pire des options, vraiment la moins efficace selon lui, c'est d'assiéger les villes fortifiées. Ça coûte un temps fou, énormément de vie, pour un résultat souvent décevant. C'est très clair. Et c'est dans ce chapitre qu'on trouve la fameuse maxime « Si tu connais l'ennemi et te connais toi-même, tu n'as pas à craindre le résultat de 100 batailles ». On la cite tout le temps, celle-là. Oui, elle est très connue. Mais qu'est-ce qui la rend si fondamentale dans son système de pensée? C'est juste une jolie phrase? Non, non, c'est bien plus que ça. Ce n'est pas juste une formule. Pour Sun Tzu, cette double connaissance de soi et de l'autre, c'est vraiment la clé de voûte de toute son stratégie. C'est cette connaissance qui te permet de savoir quand tu dois combattre et surtout quand tu ne dois pas combattre. C'est elle qui t'aide à gérer tes forces, que tu sois plus nombreux, moins nombreux que l'adversaire. C'est elle qui permet de maintenir l'unité d'esprit et le moral dans tes propres troupes. D'accord. C'est elle qui te permet d'être prêt au bon moment, alors que l'ennemi, lui, ne l'est pas. Et enfin, c'est elle qui justifie que le général sur le terrain ait une certaine liberté d'action, sans être constamment bridé par des ordres venus du souverain, loin de la réalité. D'accord. Ce sont ce qu'il appelle les 5 éléments essentiels pour la victoire. Et la connaissance de soi et de l'ennemi, c'est ce qui permet de maîtriser ces 5 éléments. Très clair. Après cette base stratégique, il développe des aspects plus tactiques, c'est ça? Les manœuvres, l'énergie et surtout la tromperie. Il parle de Sheng et de Shi. Oui, exactement. Chapitre V et 6 notamment. Ce sont 2 concepts absolument clés. Le Cheng, c'est l'attaque directe, frontale, conventionnelle. C'est ce que l'ennemi s'attend à voir. Ok. Et le Chi, c'est l'attaque indirecte, la manœuvre de surprise, l'inattendu. L'art du général, c'est de combiner ces 2 approches de manière fluide, imprévisible. L'un ne va pas sans l'autre. Non, ils sont interdépendants. Il dit que leurs combinaisons sont infinies, comme un cercle sans fin. Il insiste aussi beaucoup sur l'idée d'élan, d'énergie cinétique. L'attaque doit avoir la force d'un torrent qui dévale une pente en roulant des pierres. Une image puissante. Oui, et il faut savoir saisir le bon moment. Le timing est crucial. Il utilise la métaphore du faucon qui fond sur sa proie au moment précis. Et la tromperie dans tout ça, c'est juste faire des feintes, des fausses attaques. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est un véritable art de la manipulation des perceptions de l'ennemi. Il dit par exemple « feins le désordre pour masquer une discipline parfaite ». Feins la peur pour cacher ton courage. Feins la faiblesse pour masquer ta force. Le but, c'est d'induire l'ennemi en erreur sur nos intentions réelles, sur nos capacités. Exactement. Lui faire croire ce qu'on veut qu'il croie, pour l'attirer là où on veut, ou le dissuader d'attaquer là où on est faible. Et il y a des exemples historiques concrets qui illustrent bien cette idée? Ah oui, les commentateurs qui ont suivi Sun Tzu en donnent plein. Un des plus célèbres, c'est celui de Sun Pin, un descendant présumé de Sun Tzu d'ailleurs. Racontez. Sun Pin était en retraite face à une armée ennemie, celle de Wei, commandée par Pang Chuan. Chaque nuit, Sun Pin faisait allumer moins de feux de camp que la nuit précédente. Pour faire quoi? Pour faire croire que son armée fondait, qu'il y avait des désertions massives. Pang Chuan, son adversaire, est tombé dans le panneau. Il s'est dit « l'armée de Sun Pin est faible, démoralisée. Je vais la poursuivre et l'écraser. » Et il a poursuivi imprudemment, trop vite, et il est tombé tout droit dans une embuscade mortelle préparée par Sun Pin. C'est un usage parfait du Shi, de la tromperie. Impressionnant. Il y a aussi l'histoire, peut-être un peu légendaire, du grand stratège Zhuge Liang, se trouvant dans une ville avec très peu de soldats face à l'immense armée de Sima Yi. Oui? Il aurait fait ouvrir grand les portes de la ville, enlever les bannières et se serait montré seul sur les remparts, en train de jouer calmement de la cithare. Le bluff total. Exactement. Sima Yi, très méfiant, a suspecté un piège énorme, une embuscade monstre, et il a préféré battre en retrait. Le bluff comme arme psychologique. Fascinant. Donc l'idée générale, c'est d'imposer sa volonté à l'ennemi, de le forcer à réagir à nos propres mouvements, d'attaquer là où il est vulnérable ou pas préparé. C'est tout à fait ça, être proactif. Choisir le lieu et le moment de l'engagement. Dicter le rythme des opérations. Ne pas se laisser entraîner là où l'ennemi est fort. Et ça nous amène logiquement à l'importance du terrain et à l'adaptabilité qu'il développe aussi.
Oui, dans les chapitres suivants, notamment le 8, le 10 et le 11. Sun Tzu est très précis là-dessus. Il décrit différents types de terrains, le terrain accessible, le terrain qui entrave, celui qui oblige à temporiser, les passages étroits, les hauteurs dangereuses, etc. Et surtout, il définit ce qu'il appelle les 9 situations ou 9 terrains. Ce sont des contextes tactiques très spécifiques. Comme par exemple, Il y a le terrain dispersif, près de chez soi, où les soldats ont tendance à vouloir rentrer. Le terrain facile, facile à pénétrer mais aussi à quitter. Le terrain disputé, stratégiquement crucial. Le terrain ouvert, où tout le monde peut manœuvrer. Le terrain carrefour, qui contrôle plusieurs accès. Et le terrain sérieux, quand on a pénétré profondément chez l'ennemi. Le terrain difficile, montagne, marais. Le terrain encerclé, difficile d'en sortir. Et même le terrain désespéré, où il faut se battre ou périr. et pour chaque situation, il faut une tactique différente, j'imagine. Absolument. C'est le cœur de l'idée. Le bon général doit constamment adapter ses plans, varier ses tactiques en fonction des circonstances qui changent tout le temps et surtout en fonction du terrain. D'où l'importance des guides locaux, il en parle aussi. Oui, il insiste. Sans guide locaux fiables, impossible de tirer parti du terrain. C'est vital. Et ça rejoint aussi l'idée que le général doit avoir une certaine autonomie par rapport au pouvoir politique. Ah oui, Il dit clairement, si les ordres qui viennent du souverain depuis le palais ne correspondent peu à la réalité du terrain, eh bien le général doit avoir l'autorité de ne pas les suivre, pour le bien de l'armée et de l'État. c'est une idée forte, ça aussi. Il parle aussi beaucoup de psychologie, il me semble. La psychologie du soldat, notamment. Énormément. C'est un autre aspect fondamental de sa pensée. Il faut comprendre le moral des troupes. Il note par exemple que l'esprit des soldats est plus vif le matin, qu'il a tendance à faiblir dans la journée et qu'il faut en tenir compte. D'accord. Il faut savoir manier la discipline, bien sûr. L'anecdote où Cao Cao se coupe les cheveux parce que son cheval avait piétiné un champ, enfreignant ainsi sa propre loi, est un exemple célèbre de discipline appliquée même au chef. Mais pas que la discipline? Non, il faut aussi faire preuve d'humanité. Il y a l'exemple du général Wu Qi, un autre stratège célèbre qui aurait personnellement sucé la plaie infectée d'un de ses soldats pour le réconforter. Ce genre de geste crée une voyauté immense. Touchant. Et parfois, à l'inverse, il faut savoir créer des situations psychologiques extrêmes pour pousser les soldats au-delà de leurs limites. Comme l'idée de mettre ses propres troupes dos au mur, littéralement. Exactement. C'est le principe du terrain désespéré. Mettre ces soldats dans une situation où il n'y a plus d'échappatoire, plus de retraite possible. Ça peut décupler leur combativité, leur donner l'énergie du désespoir, rapporte. C'est l'histoire du général Hon Shin. Avant une bataille cruciale où il était en infériorité numérique, il aurait fait traverser une rivière à son armée, puis il aurait fait brûler les ponts et couler les bateaux derrière eux. Radical. Oui. Les soldats, comprenant qu'il n'y avait plus de retraite possible, se sont battus comme des lions, avec une férocité incroyable, et ils ont remporté une victoire écrasante. Mettre dos à la rivière pour vaincre. Incroyable. Il y a aussi un chapitre un peu plus technique sur l'attaque par le feu. J'ai vu ça. Oui, c'est le chapitre 12, c'est assez spécifique. Il décrit 5 manières d'utiliser le feu comme arme. Brûler les soldats ennemis dans leur camp, brûler leurs provisions, brûler leurs convois de ravitaillement, brûler leurs arsenaux et leurs équipements, ou utiliser des projectiles enflammés pour semer la panique. Et il donne des conseils pratiques. Oui, il précise bien que ça ne s'improvise pas. Il faut avoir le matériel nécessaire, évidemment. Il faut aussi que les conditions météo soient favorables. Un temps sec et surtout du vent. Il va même jusqu'à donner des indications un peu astrologiques en reliant les jours de grand vent à certaines phases de la Lune ou constellations. Ah oui, quand même. Et il explique aussi comment réagir quand on est attaqué par le feu, ou comment exploiter un incendie chez l'ennemi. Quand faut-il attaquer pendant que ça brûle? Quand vaut-il mieux attendre? C'est très tactique. Et on arrive au dernier chapitre, le 13e, qui m'a l'air incroyablement moderne. L'espionnage. Ah oui, c'est absolument frappant de modernité. Pour Sun Tzu, l'espionnage, l'intelligence, c'est littéralement le nerf de la guerre. Et il justifie ça de manière très pragmatique, presque morale, et il dit « Une guerre, ça coûte tellement cher en vies humaines, en argent, ça dure si longtemps, que rester dans l'ignorance de la situation d'ennemi, c'est le comble de l'inhumanité. » C'est fort comme terme. Oui, ne pas vouloir savoir ce que prépare l'ennemi par avarice ou par négligence, c'est être responsable de la défaite et des souffrances. Donc l'espionnage, c'est la clé de ce qu'il appelle la prescience, la connaissance anticipée qui permet de prendre les bonnes décisions et de gagner. Et il détaille comment faire? Il distingue plusieurs types d'espions. Oui, il en distingue 5 catégories très précises. C'est assez fascinant. Alors, premièrement, Les espions locaux. Et ce sont simplement des habitants du pays ennemi qu'on arrive à recruter ou à utiliser. ok,
Deuxièmement, les espions internes. Là, ce sont des fonctionnaires, des officiers ennemis qu'on arrive à corrompre, à acheter. La taupe classique. Voilà. Troisièmement, et c'est très important, les espions convertis ou retournés. Ce sont des espions ennemis qu'on a capturés et qu'on réussit à convaincre de travailler pour nous. L'agent double. D'accord. Quatrièmement, les espions condamnés ou sacrifiables. Ça, c'est plus subtil. Ce sont nos propres agents à qui on donne délibérément de fausses informations. On sait qu'ils vont probablement se faire prendre, mais l'ennemi croira les fausses informations qu'ils transmettront. C'est de l'intoxication. Astucieux et un peu cynique. Ceux qui vont chercher l'information en territoire ennemi et qui doivent revenir vivants pour faire leur rapport. Très complet comme typologie. Et il y en a un type qui est plus important que les autres, selon lui. Oui, absolument. Pour Sun Tzu, l'espion converti, l'agent double, est la pièce maîtresse. Il est absolument central. Pourquoi lui en particulier? Parce que c'est souvent grâce à lui qu'on peut recruter les autres types d'espions. Les locaux, les internes. C'est lui qui a les contacts, qui connaît le système de l'intérieur. Et c'est souvent lui qui peut fournir les informations les plus fiables et les plus cruciales. Du coup, Sun Tzu insiste, il faut traiter cet espion converti avec la plus grande libéralité. Il faut le payer très très cher, le couvrir d'honneur. C'est un investissement indispensable. Et donne des exemples? Il va même jusqu'à suggérer que des figures un peu légendaires de l'histoire chinoise, des personnages comme Ishichi ou Liu Ya, qui auraient aidé à renverser les dynasties précédentes, eh bien, c'était peut-être justement des espions convertis de haut niveau qui ont joué un rôle décisif. Incroyable. Pour lui, c'est limpide. Il conclut le chapitre en disant « Une armée en espions est comme un homme sans yeux ni oreilles ». Tout est dit. C'est une vision de l'intelligence du renseignement qui est vraiment très développée, bien avant l'heure, on peut dire. Quelle a été l'influence de tout ça, au final, sur l'histoire? Elle a été immense, particulièrement en Asie de l'Est, évidemment, en Chine, au Japon, en Corée, au Vietnam. Des stratèges militaires parmi les plus célèbres, comme Cao Cao lui-même, on l'a dit, mais aussi Han Xin, UFA, tous l'ont étudié de près et s'en sont inspirés dans leur campagne. Et pas que les militaires, hein? Non, même des lettrés, des intellectuels. Giles cite l'exemple de Sui Sun, un grand écrivain de la dynastie Sung, qui admirait profondément la concision, la densité, la profondeur de Sun Tzu. Il y a même un autre érudit, Cheng Ru, qui trouvait l'art de la guerre plus percutante et plus utile que certains grands classiques philosophiques comme Mencius, ce qui avait d'ailleurs beaucoup choqué le grand philosophe néo-confucéen Xuexi à l'époque. C'est intéressant ça, parce qu'on a souvent une image de la pensée chinoise ancienne comme étant plutôt pacifiste ou en tout cas valorisant l'harmonie. Comment un traité sur l'art de la guerre s'inscrit là-dedans? C'est une excellente question et Lionel Giles l'aborde d'ailleurs dans son introduction. Il cite plusieurs commentateurs importants, Cao Cao encore, Tu Mu et même l'éditeur Sun Xingyan qui présente une sorte d'apologie de la guerre. Une apologie. Ils aiment la guerre? Non, pas dans le sens où ils aiment la violence ou le conflit, mais ils voient la guerre comme un instrument parfois nécessaire, voire juste dans certaines circonstances, pour punir la violence et la rébellion, pour maintenir l'ordre, pour protéger l'État et le peuple. Pour eux, la capacité militaire est le complément indispensable du bon gouvernement civil. L'un ne va pas sans l'autre. Même Confucius, le grand sage, n'était pas totalement opposé à l'idée de la force militaire. Disons qu'il avait une position nuancée. Il disait lui-même ne pas avoir étudié en détail les tactiques militaires, préférant se concentrer sur les affaires civiles. Mais il reconnaissait absolument la nécessité de la défense. Il aurait même dit une phrase comme « Si je dois combattre, alors je vaincrai ». Et il considérait les fonctions civiles, qu'on appelle Wen, et les fonctions militaires, Wu, comme les deux jambes indispensables de l'État. Elles doivent marcher ensemble. Donc l'idée que l'étude de la guerre serait indigne d'un sage. Elle est rejetée par beaucoup de penseurs chinois. Négliger la défense, ignorer l'art militaire, c'est prendre le risque de voir l'État s'effondrer, la civilisation disparaître. C'est une nécessité, même si c'est une nécessité regrettable. Si on essaie de résumer un peu tout ce qu'on a exploré, on a donc
un texte dont l'auteur reste assez mystérieux, une figure entre histoire et légende, Oui, dont l'histoire même du livre est complexe, avec ses chapitres perdus, ses nombreux tout commentaires, à fait. mais qui, au final, délivre un ensemble de principes stratégiques d'une richesse, d'une profondeur assez incroyable, et qui semble, pour beaucoup, toujours pertinent aujourd'hui. Je retiens surtout l'importance capitale de la planification, de l'information, du renseignement, Oui, la connaissance avant tout. la primauté de la stratégie intelligente sur la force brute, cette idée de gagner sans combattre, si possible, L'idéal absolu, la nécessité de s'adapter en permanence aux circonstances, au terrain, à la psychologie humaine, celle de l'ennemi, mais aussi de ses propres troupes. l'adaptabilité, oui. Et puis, bien sûr, cet art subtil et parfois un peu troublant de la tromperie, de la manipulation des perceptions. C'est une très bonne synthèse, je crois. Ce qui est vraiment frappant et qui ressort de notre discussion, c'est cette tension permanente qu'on sent dans tout le texte. C'est-à-dire, D'un côté, Sun Tzu n'arrête pas de marteler que la guerre c'est grave, c'est sérieux, c'est coûteux en vie et en ressources, qu'il faut l'éviter autant que possible. Gagner sans combattre, c'est le summum de l'habileté. oui, Mais de l'autre côté, il affirme avec la même force que l'étude de la guerre est absolument vitale pour la survie de l'État. Il faut maîtriser cet art, le connaître sur le bout des doigts, pour ne pas être anéanti. c'est une sorte de paradoxe. Oui, un paradoxe fondamental. Il faut se préparer à la pire des éventualités, tout en espérant ne jamais avoir à y recourir. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour conclure notre exploration. Au-delà de la stratégie militaire pure, ou même de son application dans le monde économique, comment cette tension fondamentale entre, d'une part, le besoin de se préparer au conflit, de savoir le mener si nécessaire, et d'autre part, la conscience aiguë de son coût potentiellement dévastateur, comment cette tension résonne-t-elle aujourd'hui ? Face aux défis complexes auxquels on est confronté, qu'ils soient géopolitiques, économiques, écologiques, ou même peut-être dans la gestion de nos propres crises personnelles, C'est une bonne question. finalement cet art de la guerre, vieux de 24 siècles, est-ce que c'est avant tout un manuel pour apprendre à gagner à tout prix, ou est-ce que c'est surtout peut-être un profond avertissement sur tout ce qu'on risque de perdre quand on s'engage dans la voie du conflit ? Une pensée à méditer, en effet.